Merci beaucoup Marc pour l'introduction, merci à Carlos pour l'invitation. Vous voyez ma présentation, c'est bon? C'est bon. Parfait. Alors comme on est tous d'accord, le but c'est dans cette chaîne de survie du patient AVC d'arriver le plus rapidement depuis le début de l'AVC jusqu'à la fin, c'est-à-dire la récupération complète. Et dans cette chaîne, comme vous êtes tous conscients, il y a eu cette modification importante de la thrombectomie en 2015 environ, qui a complexifié les choses, mais en même temps a bien amélioré aussi le devenir des patients. Donc le but, c'est quand même de recanaliser aussi rapidement que possible le bon patient au bon endroit. Là, on a les recommandations suisses pour la phase préhospitalière d'abord. Donc, on vient de les publier il y a une dizaine de jours. On va publier la semaine prochaine aussi la version allemande et la version française. Donc, l'idée, c'est la suivante en Suisse. La structure de la prise en charge des AVC, c'est qu'on a donc deux niveaux. Un niveau, c'est en bleu, le Stroke Center qui fait donc le traitement complexe. En vert, les unités cérebrovasculaires de taille moyenne qui font la thrombolyse et l'imagerie aiguë et toute la prise en charge habituelle. Et puis, on a évidemment des hôpitaux en rouge qui font ni l'un ni l'autre, donc qui font la prise en charge de base. Et on va voir tout à l'heure comment ça va fonctionner entre ces centres. Donc, la Suisse, c'est à peu près la même taille au niveau population surtout que votre région. Hein. On a 8 millions de personnes. Par contre, j'ai vu qu'on est nettement plus gâté que vous en moyens cérebrovasculaires grâce à nos efforts, les politiciens et bien d'autres. Donc, on a ici 8 régions pour la prise en charge cérebrovasculaire. Et vous voyez, dans ces 8 régions, on a déjà 10 centres cérebrovasculaires qui font la thrombectomie. Hein. Vous en avez entre 3 et 4. Nous, on a 10. On pourrait presque dire que c'en est un peu trop, hein, notamment, par exemple, au sud, Lugano, ils ont juste 300 000 personnes à s'en occuper, mais vous comprenez bien que la raison pourquoi on a mis en place ici un stroke center avec capacité endovasculaire, c'est parce qu'il y a le Gothard et les montagnes, donc pour franchir tout ça, ce n'est pas utile, on perd beaucoup plus de temps qu'on gagne de la vie et des neurones, donc d'où le nombre un peu élevé des centres en Suisse, mais on peut effectivement discuter si on n'a pas un ou deux de trop, donc on pourrait éventuellement vous envoyer quelques collègues qui ne sont pas vraiment nécessaires en Suisse. Après, on a les unités, donc c'est les plus petites qui font la thrombolyse et qui collaborent évidemment avec les autres. Donc, on peut dire en général, on est gâté, on a quelques trous noirs qu'il faut encore remplir. Maintenant, pour les recommandations suisses, donc l'idée c'est qu'on a ces 3 niveaux-là. Et vous avez peut-être compris, donc le niveau rouge, là, un hôpital qui n'a pas de capacité cérébrovasculaire, plutôt que de faire des détours et des transferts innombrables, on a tout simplement dit un patient AVC ne devrait pas finir dans un tel hôpital. Et là, on parle de tous les patients AIT AVC, hein, même ceux qui ne sont pas thrombolisables. En principe, ces patients doivent aller dans des hôpitaux spécialisés. Deuxième point, après, vous pouvez aller ça à l'hôpital avec une unité vasculaire où on fait évidemment l'imagerie rapide et, si nécessaire, le transfert pour une thrombectomie dans un grand centre ou bien on va directement dans le grand centre. Alors, vous allez voir comment on a régulé ça et vous allez voir ici un premier diagramme de cette recommandation toute fraîche. C'est le diagramme simplifié. On dit simplement jusqu'à 24 heures depuis la dernière preuve de bonne santé, hein, jusqu'à 24 heures sans discrimination et sans faire des échelles préhospitalières, on va à l'unité ou au centre cérebrovasculaire le plus près du patient. Et là, on évalue, on thrombolyse, ou on ne fait rien, ou on transfère dans un deuxième temps si ce n'était pas déjà un centre qui fait la thrombectomie dans un centre ici en bas. Ça, c'est la version simplifiée. Elle est un peu trop simple, à mon avis, parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui viennent peut-être trop vite, qui ont à la fin quand même pas thrombolysé, etc. Mais au niveau suisse, on a dit ce type de schéma peut être utile quand même, notamment pour les politiciens, pour leur montrer qu'il faut des moyens, il faut agir vite, un peu pour tout le monde, même si à la fin, on ne traite pas tout le monde. Maintenant, si on veut aller un peu plus en granularité, on peut évidemment dire, voilà, cette partie-là, on est tous d'accord, les gens arrivent en vert ou en bleu là, mais plutôt que de faire le détour, est-ce qu'on va aller directement dans un centre? Et là, évidemment, comme on a déjà discuté, il y a ces fameux scores du LVO, c'est Large Vessel Occlusion, comme le score de Stars que Olivier Détente est en train d'explorer chez lui. Et donc là, il y en a plusieurs de ces scores qui pourraient nous aider à faire un tri en préhospitalier une fois qu'on a vu le patient, notamment par les ambulanciers.
Là, je vous montre un exemple du GFAST, c'est celui qu'on utilise chez nous à Lausanne, au niveau suisse. On privilégie un tout petit peu le score RACE, qui était bien étudié en Espagne, en Catalogne, mais à notre avis, il est trop compliqué et trop long, donc le GFAST a à peu près la même performance, mais est 2 fois plus simple. Alors le GFAST, vous le connaissez peut-être, et l'idée c'est, dès que vous avez 3 ou 4 points, vous avez une probabilité élevée. Il s'agit d'un patient avec une occlusion proximale majeure qui pourrait bénéficier d'un traitement endovasculaire. Et cette score, donc le GFAST ou le RACE score, et on peut l'utiliser à différents niveaux dans la prise en charge de décision. Donc ici, au niveau suisse, on a dit, voilà, si on utilise un de ces scores, donc ici on a écrit le RACE, mais ça pourrait être le GFAST ou peut-être le STARS. Vous voyez, on peut à ce moment-là décider, oui, on va directement dans un centre de thrombectomie, on ne fait pas le détour ici dans un autre centre, mais on peut aussi dire, dans un premier temps, on ne va pas, et après on regarde encore si c'est au moins un patient pour une thrombolyse tardive, etc. D'où un schéma préhospitalier plus complexe qui tient compte donc du score RACE ou GFAST, qui tient ici compte quand même des délais, et bien qui tient aussi compte du fait qu'une unité locale doit travailler très vite. On a ce fameux door-in, door-out time. Donc, si un patient doit s'arrêter dans un hôpital périphérique pour faire une imagerie, il devrait ressortir de cet hôpital le plus tard dans les 60 minutes pour être transféré dans un centre pour une thrombectomie. Donc, on a tous ces éléments-là et c'est plutôt le schéma qu'on privilégie en Suisse, dont la plupart des centres y incluent plus ou moins à Lausanne. Vous voyez ici la carte de poche que tous nos ambulanciers portent avec eux en préhospitalier. Donc, on a la première question, est-ce qu'on est dans les 8 heures depuis la dernière preuve de bonne santé ou est-ce qu'on est même au réveil avec simplement un déficit neurologique handicapant nouveau. Donc, ça peut être une parésie d'un bras, ça peut être une aphasie pure, ça peut être une hémianopsie pure ou bien évidemment un syndrome plus grave. Pourquoi 8 heures et pas 3-4 heures pour la thrombolyse? C'est parce que là, on va voir, d'une part, vous savez qu'il y a maintenant les thrombolyses intraveineuses tardives, qu'on peut faire jusqu'à 9 heures environ, mais aussi parce que les thrombectomies, finalement, parfois présentent avec un déficit mineur. Et les thrombectomies, en Suisse, on peut les faire avec une imagerie simple, donc un CT natif plus un angio-CT sans perfusion jusqu'à 8h, 9h. Pourquoi? Parce que les méta-analyses montrent que la limite, ce n'est pas 6 heures tellement comme la plupart des études, mais plutôt 8 à 9 heures. Au-delà des 8 heures, on recommande d'utiliser maintenant une de ces échelles de Large Vessel Occlusions comme la GFAST ou la RACE. La deuxième question à poser par les ambulanciers, est-ce que le patient était plus ou moins en forme, c'est-à-dire est-ce qu'il a encore la capacité de plus ou moins vivre une vie de bonne qualité, il marche seul avec bonne qualité de vie. Vous voyez ici, s'il y a un doute, on discute avec la filière thrombolyse de proximité, c'est-à-dire les ambulanciens, ils ont tous nos numéros et on parle en conférence téléphonique pour décider pour des cas douteux, mais ça c'est évidemment une minorité des cas. Après, si tous les critères sont remplis, on arrive au centre de thrombolyse ou thrombectomie le plus proche. Et si les critères ne sont pas remplis, on va simplement à l'hôpital le plus proche en priorité 2, donc pas avec le feu bleu. Et bien après, on regarde ce qui se passe. Voilà un peu notre application de ces recommandations suisses pour Lausanne. Encore 3 astuces que vous utilisez en partie chez vous, 3 autres astuces qu'on peut utiliser dans cette phase préhospitalière. Et comme l'a dit Olivier Détente, il faut s'adapter localement un petit peu aux capacités et aux besoins aussi géographiques. Le première astuce, c'est effectivement celle-là, c'est-à-dire la téléconférence ou télestro, que vous pouvez l'impliquer dans un hôpital qui ne fait pas la thrombolyse. Encore une fois, en Suisse, en principe, ces patients, ils ne doivent pas s'arrêter dans ces hôpitaux, mais selon la situation géographique et les moyens que vous avez, c'est une possibilité. Évidemment, vous pourrez utiliser vos smartphones à plusieurs moments de la chaîne de décision, et là, encore une fois, c'est à développer selon la situation locale. Une deuxième astuce, c'est le suivant, c'est celui d'amener évidemment le scanner chez le patient avec une ambulance, c'est-à-dire au lieu d'amener le patient à l'unité cérebrovasculaire, on inverse les choses, on amène l'hôpital ou la stroke unit, si vous voulez, chez le patient.
Et vous connaissez ces publications des Allemands et des Américains avec les stroke units mobiles, les scanners intégrés dans un scanner, une ambulance mobile. Là, l'expérience montre que c'est évidemment très cher en ressources et que c'est surtout utile dans des régions métropolitaines de type Lyon, Paris, etc., ou Berlin, Londres, mais pas tellement dans des villes plus petites. Et la troisième possibilité, c'est encore ce que Olivier avait aussi mentionné, au lieu d'amener le patient vers le centre de thrombectomie, on inverse les choses, on amène un neuroradiologue interventionnel comme ils existent chez vous, chez le patient dans une unité plus petite pour faire le geste là, mais là aussi finalement on ne voit pas tellement un bénéfice supplémentaire, c'est pas néfaste non plus, mais c'est pas sûr que ça apporte beaucoup, mais encore une fois, c'est des possibilités à éventuellement mettre en place. Un autre dernier point pour le préhospitalier, c'est évidemment les communications. Ici, à Lausanne, on a donc l'itinéraire de thrombolyse, donc les gens qui arrivent primairement chez nous au CHUV à Lausanne. Et là, vous avez donc une première téléconférence entre les ambulanciers avec les urgentistes et les neurologues vasculaires pour brièvement être mis au courant du cas. Deuxièmement, un deuxième appel immédiatement avant l'arrivée pour que tout le monde soit prêt. Après, une fois que le patient est thrombolysé ou pas, évidemment, il y a une autre alerte intra-hospitalière pour une éventuelle thrombectomie avec les anesthésistes et plein d'autres. Ou bien, il y a les patients qui arrivent d'une unité neurovasculaire avec l'imagerie, la thrombolyse déjà en route et qui nous sont adressés par ambulance ou hélicoptère. Et là aussi, il y a toute une organisation pour les téléconférences et l'alerte extra- et intra-hospitalière. Donc, toutes ces choses-là, elles doivent être organisées localement, et testées et affinées pour que la communication marche. Donc, en résumé, en préhospitalier, il y a plusieurs modèles différents. Il faut s'adapter à la situation locale, investir des ressources, travailler sur les communications et utiliser ces scores pour l'occlusion proximale. La deuxième partie, c'est donc maintenant les recommandations 6 pour la revascularisation, donc la thrombolyse et la thrombectomie. On vient de les mettre à jour. Comme je vous ai expliqué, les principes, c'est les mêmes qu'à peu près partout dans le monde, sauf que voici, vous voyez, on va jusqu'à 8 heures pour la thrombectomie sans faire des images avancées, donc un CT natif plus un angioscanner qui montre une occlusion proximale suffit pour faire un traitement endovasculaire jusqu'à 8 heures si les choses sont correctes sur le plan radiologique. Après, vous avez les traitements tardifs, de préférence le traitement endovasculaire jusqu'à 24 heures, basé sur les études de Dawn et Diffuse 3 qui ont été mentionnées, ou bien la thrombolyse tardive jusqu'à 9 heures, voire 24 heures, selon le début inconnu ou connu des symptômes, et là, de nouveau, avec des critères neuroradiologiques stricts. Pour toutes les revascularisations précoces ou tardives, thrombolyse intraveineuse ou thrombectomie, on a des critères de base, c'est-à-dire un neurologue qui voit le patient doit décider, oui, c'est probablement un AVC ischémique, même si l'imagerie est négative. Un NIHSS doit être d'une certaine sévérité, ou bien un NIHSS plus petit avec une hémianopsie pure, en thrombolyse aussi, ou un patient avec une NIHSS de 2 points, mais une occlusion très proximale, on les traite aussi. Un ranking score moins que 3, expectation de vie de plus que 3 mois, et puis à l'imagerie, pas déjà tout le territoire essentiellement ischémique qui est irréversiblement endommagé, mais encore quelque chose qui n'est pas endommagé. Voici les critères de base. Donc ça, c'est vrai pour tous. Et évidemment, si ce patient-là arrive dans les 4h30, il n'a pas de contre-indication à la thrombolyse, on va tout de suite commencer avec une thrombolyse intraveineuse à l'heure actuelle. Après, donc, on est toujours dans la phase précoce, mais maintenant pour la thrombectomie, encore une fois, jusqu'à 8 heures, sans imagerie complexe, on cherche juste une occlusion accessible, un score qui n'est pas trop élevé si vous faites des images avancées, mais vous ne devez pas vraiment trop perdre du temps avec ça. Et bien là aussi, avec les occlusions basilaires, si vous avez une IRM, vous ne voulez pas une ischémie transverse, mais si vous n'avez pas d'IRM, vous y allez d'emblée. Là, évidemment, il y a une longue liste
de contre-indication absolue et relative pour la thrombolyse. On ne s'arrête pas trop là-dessus parce qu'ils ne sont pas très souvent présents. Et donc, on encourage les gens plutôt de thromboliser que non. Mais évidemment, ces checklists sont portées dans les poches des personnes qui prennent des décisions. Juste un détail de ça, qu'est-ce qu'on fait dans différentes situations de pré-traitement avec l'aspirine, ticagrelor, voire les anti-DISA, les apixaban, rivaroxaban, etc. Donc là, on a des recommandations très spécifiques. Vous voyez, par exemple, que quelqu'un qui prend la ticagrelor plus l'aspirine, c'est une contre-indication relative, donc à décider de cas en cas. Mais, par exemple, pour les anti-DISA, on a une limite de 100 nanogrammes. Ça, c'est évidemment une limite consensuelle. Finalement, on travaille sur les délais portes à thrombolyse. Dans un premier temps, évidemment, l'idée, c'est d'aller aussi vite que possible de la porte de l'hôpital à la thrombolyse. Si on n'a pas de signe d'hémorragie, si on a des signes d'une hémorragie, évidemment, il y a beaucoup de travail aussi pour l'hémostase, gestion de la tension et des signes vitaux. Comment raccourcir ce délai entre la porte et la thrombolyse? Voilà, tout le monde est préaverti. Comme l'a dit la doctoresse Plumero, il faut idéalement aller directement sur la table de l'imagerie sans s'arrêter aux urgences. On n'attend pas les laboratoires, on ne demande pas des concentrons des patients. Hein. Si quelqu'un a des critères pour une thrombolyse thrombectomie, on y va. On prémélange le RTPA, on injecte sur la table et on fait de la simulation plusieurs fois par année. Et c'est assez similaire pour la thrombectomie. Comment raccourcir les délais? On est préparé, on utilise les scores, on préavertit les interventionnistes, on évite des cathéters urinaires ou des lignes artérielles. Si possible, on ne fait pas d'anesthésie générale. Ici au CHUV, on les fait plutôt, mais ça, c'est soumis à discussion, etc. Voici notre statistique pour les délais entre la porte et la thrombolyse. Vous avez vu, pendant des années, on était à 30 minutes. Tout à coup, on est monté à 44. La réponse ou l'explication pour ça, elle est simple. On a ici introduit l'IRM aux urgences chez nous comme imagerie de premier choix. Et d'un coup, on a perdu 10 à 15 minutes pour notre délai là. C'est l'effet négatif, si vous voulez, de cette IRM. Évidemment, il y a beaucoup d'effets positifs, vous les voyez ici. Donc déjà, avant l'introduction de l'IRM, on a pu diminuer les patients qu'on n'a pas thrombolisés à tort, qu'on a raté la thrombolyse. Et avec l'introduction de l'IRM, on rate quasiment plus des AVC, on rate plus des situations thrombolisables. Un autre avantage, qu'on ne thrombolise plus tellement les imitateurs. Donc, dans les années 10, on n'avait pas trop thrombolisé les imitateurs. Après, on a accéléré notre filière. Donc, on a commencé à faire de temps en temps une faute. Hein. Et puis, avec l'introduction de l'IRM de nouveau, on a pu diminuer de moitié cette erreur-là, et ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Encore deux mots sur le traitement tardif. Comme on a dit, en phase tardive, on utilise l'imagerie avancée, notamment de perfusion, pour prendre des décisions, ou l'IRM. Il y a trois concepts de mismatch qu'on utilise, celui purement radiologique entre le corps et la pénombre, ça a été mentionné aussi par Olivier Détente et Ricardo Moreno. On a le mismatch corps clinique, c'est-à-dire un corps radiologique qui est petit et un NIHSS, une sévérité clinique qui est sévère. Donc là, il y a probablement de la pénombre aussi. Et troisièmement, le mismatch à l'IRM entre les séquences flair et diffusion, c'est-à-dire ça remplace le temps ou l'horloge pour dire qu'on est dans une phase encore précoce chez quelqu'un chez qui on ne connaît pas le début exact des symptômes. Donc voici les différents concepts. Après, vous ne devez pas tout connaître ça, mais donc après, ça devient un peu plus complexe pour les neurologues vasculaires, à quel moment on utilise quel concept de mismatch. Mais vous voyez bien, tous ces outils nous aident à prendre les bonnes décisions pour justement n'avoir peu de recanalisation futile, hein, comme Ricardo Moreno l'a dit. Finalement, le succès, ce n'est pas la recanalisation. Le succès, c'est le patient qui s'en sort bien quelques mois et quelques années après l'AVC. Je résume. Pour la phase aux urgences et la revascularisation, alors on accélère tout ce qu'on peut au niveau intra-hospitalier avec les communications, les décisions. Évidemment, de nouveau, il faut investir des ressources, il faut faire la simulation.
est-ce que l'IRM est vraiment meilleur que le scanner ou l'inverse? Il y a des avantages et des désavantages des deux, mais si vous le faites, cette imagerie, notamment le scanner, faites l'imagerie multimodale. Eh bien, utilisez ces concepts de mismatch. Voilà ce que je voulais partager avec vous.